Comme une traînée de poudre, les premiers disques d'Elvis enflamment le sud des États-Unis. Et pour cause, le son d'Elvis n'a rien à voir avec ce qui s'était fait jusqu'à présent. Il y a du blues noir dans cette musique, mais il y a aussi de la country blanche. Les puristes ne vont pas s'y retrouver, mais les jeunes, eux, comprennent qu'une nouvelle culture vient de naître. Elle s'appelle rock'n'roll. Très vite, Elvis part pour une tournée de concerts où il va se révéler être une véritable bête de scène. Des foules hurlantes, des adolescentes qui s'évanouissent, des émeutes contenues difficilement par la police. De mémoire de sudiste, on n'avait jamais vu un chanteur provoquer une telle hystérie. Et l'aventure ne fait que commencer. Un gros monsieur avec un gros cigare fait son apparition dans la vie d'Elvis en 1955. Il se fait appeler le colonel Parker, mais n'a rien d'un gentleman du Sud. C'est un émigré hollandais. Commerçant génial mais peu scrupuleux, Parker va très vite comprendre le profit qu'il peut tirer de ce jeune homme si charismatique. Pour lui, c'est clair, Elvis, c'est de l'or en barre. Il devient donc son impresario, et grâce à lui, en quelques semaines, Elvis va passer du statut de camionneur à mi-temps à celui de millionnaire à plein temps. Le big business du rock'n'roll est en marche. Ladies and gentlemen, the next performer has been a regular on our show for quite some time now, and here he is once again, the new recording artist for RCA. Let's hear it for Elvis Presley. La jeunesse américaine est bouleversée et elle s'identifie à ce personnage incroyable qu'est Elvis. Car Elvis possède tous les atouts. Sa voix qui hurle la révolte contre une société conservatrice et bloquée, sa gestuelle provocante et sensuelle qui met le feu aux adolescentes, ses costumes mélangent de parures de voyous et de macros noirs friqués. Sa renommée se propage très vite, on le demande partout, à New York, à Chicago, au Canada. Lui, le petit bouseux du Sud, devient la coqueluche de ce Nord hautain et méprisant. Il ouvre une brèche dans laquelle vont s'engouffrer Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Carl Perkins, Little Richard, Roy Orbison, Eddie Cochran et Jane Vincent. Ses premières apparitions télévisées pulvérisent les records d'audience. Mais pour les ligues morales, Elvis est un danger pour la santé mentale de la jeunesse. Un peu partout, des appels au boycott sont lancés. Ses concerts sont interdits dans certaines villes. Ses disques sont brûlés en public. À la télé, on ne le filme plus qu'au-dessus de la ceinture. Il devient le symbole du scandale et de la pornographie. Mais Elvis n'en a cure. Il essaime sa musique de ville en ville. Malgré la réprobation, il affiche insolemment sa réussite. La Presley-mania submerge l'Amérique tout entière. Hollywood, qui adore les mythes naissants, fait les yeux doux à Elvis. Et Elvis ne se fait pas prier, lui qui a toujours rêvé de jouer un jour comme Tony Curtis ou James Dean. Sa carrière cinématographique commence par un western, Love Me Tender, dont la première à Broadway provoque une belle émeute. En bon homme de marketing, le colonel Parker orchestre la promotion et la publicité du produit Elvis. Il raconte aux médias qu'Elvis adore collectionner les ours en peluche, sur lesquels, bien sûr, Parker touche des droits. Résultat, des millions de teddy-bears vont s'arracher aux quatre coins du pays. La fortune d'Elvis est maintenant à la hauteur de sa notoriété. En 1957, il offre une Cadillac à sa mère qui ne conduit même pas. Et dans la foulée, il achète la résidence de Graceland dans les faubourgs de Memphis. Il y installe toute sa famille, ses amis d'enfance, ses gardes du corps, et très vite, Graceland devient ainsi le QG de ce qu'on va gentiment appeler la mafia de Memphis. Un clan qui se distingue par ses frasques et ses virées nocturnes sulfureuses. Mais le 14 août 1958, un terrible drame va interrompre le conte de fées. Gladys, la mère adorée d'Elvis, meurt victime d'une hépatite. Profondément bouleversé, Elvis reste enfermé pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, incapable de fonctionner sans la présence de sa mère. Une mère avec qui il entretenait un rapport passionné, une mère qui était son admiratrice numéro 1. Jamais il n'acceptera de revoir cette scène du film Loving You, son deuxième long-métrage, séquence où sa mère est présente dans la salle pendant que lui chante sur scène. Au début de sa carrière cinématographique, Elvis joue des rôles de rebelles, de marginaux écorchés vifs. En fait, des rôles qui lui ressemblent. C'est le cas dans Love Me Tender, c'est le cas, bien sûr, dans Loving You, c'est également le cas dans King Creole, et puis c'est le cas surtout dans Jailhouse Rock, un film où son talent d'acteur est incontestable et qui va donner lieu à une chanson culte d'Elvis, l'un de ses plus gros succès commerciaux, une chanson pour laquelle il a réglé lui-même la chorégraphie, créant ainsi un nouveau style dans le cinéma américain.
C'est au cours du printemps 1958 qu'Elvis, alors au sommet de la gloire, reçoit son ordre d'incorporation. Les fans sont atterrés. Mais pas question d'échapper au service militaire. Elvis doit montrer l'exemple. Il doit être un bon citoyen. Pendant 2 ans, ses fans ne le reverront plus. Et pendant 2 ans, une flopée de jeunes prétendants essaieront de lui ravir son trône du roi du rock. Le passage d'Elvis sous les drapeaux est une formidable opération de relations publiques pour la US Army. La scène du coiffeur où il perd ses légendaires rouflaquettes est largement exploitée par tous les médias. L'Amérique profonde est fière de son petit gars, mais les fans, eux, ne peuvent retenir leurs larmes. En 1959, le militaire le plus célèbre du monde, incorporé en Allemagne, profite de 3 permissions pour visiter Paris. Il loge à l'hôtel Le Prince de Galles, à 2 pas des Champs-Élysées, et comme tout bon touriste, il fait la tournée des hauts lieux du Gai Paris, les Folies Bergères, où il va rencontrer d'ailleurs Lynn Renaud, qui deviendra son ami, et dans la loge de laquelle il va faire même un bof un soir avec le Golden Gate Quartet. Il va au Moulin Rouge, il va au Casino de Paris, et bien sûr il va au Lido, où là Elvis fait littéralement la conquête des fameuses Bluebell Girls. Mars 1960, retour à la vie civile. C'est un nouvel Elvis que ses fans découvrent dans le show télévisé de Frank Sinatra. L'armée a bien fait son travail. L'homme par qui le scandale est arrivé, le rebelle, le subversif, l'adolescent révolté, a fait place à un homme presque mûr. Toujours sur les conseils de l'incontournable Tom Parker, le produit Presley est repositionné pour mieux accompagner le vieillissement naturel de ses premiers fans. Pour parfaire le tableau, la presse de l'époque fait ses choux gras de la liaison qu'il a eue en Allemagne pendant son service militaire avec une adolescente, Priscilla Beaulieu. Elle est la fille d'un colonel, et avec elle, Elvis le voyou devient Elvis le romantique. La nouvelle image d'Elvis aiguise encore plus les producteurs d'Hollywood qui lui font signer un fabuleux contrat. Pour chaque film, Elvis percevra $1 million. Pendant 9 ans, une vingtaine de films vont se succéder qui, pour la plupart, n'auront d'autre intérêt que de montrer Elvis entouré de langoureuses starlettes dans des décors les plus exotiques et les plus kitsch.